Bonjour à tous. Ça y est, la voilà, la vidéo sur mon clavier MX Mechanical de chez Logitech. J'ai craqué, j'ai remplacé mon Logitech K800, mon précédent clavier. Je vous avais expliqué à l'époque où j'ai testé la MX Master 3S, donc ma souris Logitech de toute dernière génération, que mon clavier me suffisait, même s'il avait des petits défauts, il me suffisait. Suite à la baisse de prix en février sur la gamme MX Mechanical, j'ai craqué. Il est passé à moins de 150 euros. Et comme j'avais des soucis de connectivité avec le K800, je me suis dit que c'était le moment de remplacer mon clavier. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer donc déjà pourquoi je remplace mon clavier. Je vous présenterai évidemment le déballage de ce clavier. J'ai pris aussi le palmrest qui va, alors normalement avec le Mix Keys, mais qui va aussi très bien avec ce clavier-ci, donc vous le verrez comme ça à quoi ça ressemble. Et puis je vous détaillerai le fonctionnement logiciel de la suite, en fait Options Plus, qui permet de configurer clavier et souris, comme ça vous verrez comment customiser les touches, comment régler le rétroéclairage du clavier, qui est plutôt sympathique. On peut régler quelques petits trucs. Et puis aussi, surtout et plus important, je vous partagerai mon avis sur ce clavier que j'ai synthétisé dans plusieurs domaines, en particulier la finition, l'ergonomie, la durée de vie du produit. Vous verrez qu'on peut le faire durer assez longtemps si on en prend soin et avec la manière dont il est conçu. Et puis d'autres petites choses comme ça. Il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi du négatif sur ce clavier. Je suis extrêmement fâché contre Logitech qui a fait, je trouve, un travail en demi-teinte. C'est un clavier mécanique correct, mais pour un clavier Logitech, on s'attend à beaucoup mieux. C'est un clavier qui est brouillon dans sa réalisation. On le voit en particulier, il a les mêmes défauts que le Mix Keys avec des touches fourre-tout. À vouloir tout faire, Logitech se rate en mettant toutes les options possibles de tous les systèmes d'exploitation possibles. C'est pas adapté, surtout qu'ici, on est sur un clavier mécanique, donc on a des keycaps qu'on peut retirer, donc on aurait très facilement pu faire changer l'affichage, on va dire, du clavier, en tout cas le rendu des touches, en fonction du système d'exploitation qu'on utilise. Vous voyez ici les switches. De la même manière, Logitech a bâclé le travail en faisant en sorte que sur les claviers AZERTY, vous n'ayez qu'un type de switch et pas les trois types de switch comme dans les versions internationales. Donc, au final, un clavier qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas non plus excellent. Alors, à 150 euros, on lui pardonne un peu plus de choses qu'à 180 ou 190 euros, mais quand même, dans cette vidéo, j'espère que vous comprendrez qu'il y a certaines choses qui ne me satisfont pas sur ce clavier. Et j'espère que dans une nouvelle itération, Logitech prendra en compte les différentes critiques que les gens ont pu faire sur ce clavier, moi et d'autres évidemment, pour faire une version ultime qui soit beaucoup plus intéressante à utiliser. Donc voilà, je me lance. La vidéo sera longue forcément, donc dans le bas de la vidéo ici, vous trouverez le chapitrage intégral de ma vidéo où vous trouverez donc toutes les sections. N'hésitez pas à sauter de section en section s'il y a des chapitres qui vous intéressent pas, si vous voulez pas voir le déballage par exemple, c'est pas grave, vous pouvez passer à la suite de la vidéo, ce ne sera pas un souci. Je vous présente d'où je pars pour que vous compreniez ma démarche et pourquoi je renouvelle mon matériel. J'ai actuellement sur le bureau mon ancien clavier, mon clavier courant on va dire, mon Logitech K800 que j'ai acheté en 2012, donc il a maintenant quasiment plus de 10 ans. Autrement dit, c'est quand même du matériel assez robuste. Alors il me semble que j'ai permuté les batteries, j'ai mis d'autres batteries N-Loop dedans, mais sinon c'est le clavier d'origine hein, avec un petit entretien. Alors il est pas en super bon état, surtout qu'il a des zones qui sont laquées, tout ça, donc il a des petites encoches, il s'est pris quelques coups, et puis il a l'usure du temps. On le voit avec certaines touches qui deviennent brillantes à force par l'usure, mais dans l'ensemble, il faut quand même reconnaître que le matériel Logitech de manière générale est plutôt robuste, et 10 ans pour un clavier qui fonctionne encore très bien, c'est pas mal. D'ailleurs, je vous avais dit dans une vidéo précédente que malgré le renouvellement de ma souris, puisque j'ai renouvelé ma souris en septembre de l'année dernière, donc septembre 2022, je suis passé d'une MX Master de toute première génération à une MX Master 3S, et à l'occasion du test en vidéo que vous pouvez trouver sur ma chaîne, hein, si vous êtes intéressé pour le test de la MX Master 3S, eh bien je vous avais expliqué que je ne comptais pas changer de clavier. Eh bien je me suis fait mentir. Pourquoi ? Parce que quand on est sur une souris aussi moderne que la 3S, on est sur un dongle Bolt. Je vous avais expliqué que c'est un petit peu pénible. Logitech a changé de protocole de communication sans fil. Le Bolt, c'est sympa, mais si on a un clavier unifying et une souris Bolt, ça veut dire qu'on a deux dongles en continu. Et j'ai noté que j'avais de temps en temps des interférences. Alors je sais pas si c'est uniquement lié à ça,
mais ça devenait parfois un peu pénible, donc je renouvelle, et puis le clavier a fait son temps. Il faut comprendre aussi que c'est du matériel que j'utilise parfois 10-11 heures par jour, en télétravail, plus derrière j'enchaîne avec le tournage de ces vidéos et ce que je vais vous montrer, donc c'est du matériel quand même qui est extrêmement sollicité, et que j'utilise à des fins professionnelles, donc voilà, c'est pas le matériel lambda qu'on utilise de manière occasionnelle, c'est du matériel qui doit protéger aussi mes articulations, mes doigts, etc., faire en sorte que à la longue je ne fatigue pas à force d'utiliser ce type de produit. Donc le K800 pour le moment je le désactive, je vais le mettre de côté, et on va basculer sur donc le MX Mechanical. Alors je zoome un petit peu puisque la souris c'est moins pertinent maintenant. Donc le MX Mechanical, et je me suis pris aussi le MX Palm Rest, donc le support pour mettre les poignets. Je sais pas si c'est très utile, mais j'ai vu très peu de tests où ils le présentent vraiment dans le détail, donc je me suis dit après tout ça peut valoir le coup. C'était pas très cher, je l'ai pris en reconditionné, on le voit ici. Donc au final j'ai vraiment pas eu cher, donc ça valait le coup. Le MX Mechanical, j'ai bénéficié de la baisse de prix, on reviendra après sur le prix, c'est des produits qui sont de toute façon je trouve trop chers. Donc c'est un clavier qui est français, AZERTY, on le voit ici, FR avec le petit logo. Ça peut paraître un petit peu bizarre de vous pointer du doigt le fait qu'il soit français AZERTY, mais ça a une importance parce que y a beaucoup de tests qui circulent, surtout en anglais, sur ce clavier, et contrairement aux versions internationales QWERTY américaines, le type de switch, donc le type d'interrupteur, donc ce qui est derrière les touches en fait, ce qui capte vos appuis, le type de switch est forcément c'est les marrons, c'est les switches tactiles. Vous n'avez pas le choix de switch. Normalement, dans les claviers MX Mechanical, qu'ils soient mini ou pleine taille, vous avez 3 types de switch. De la marque Kailh, c'est l'équivalent de Cherry, mais c'est pas la marque Cherry. Vous avez les bleus. Les bleus, c'est ceux qui font énormément de bruit, qui font beaucoup de clic, 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 clic. Vous avez les rouges, qui sont des switches linéaires, qui sont plutôt pas mal. Et vous avez les marrons, qui sont les switches tactiles, qui sont les switches plutôt réactifs. Donc ici, ce sont des switches marrons, donc réactifs, on va dire tactiles, et aussi low profile. Le clavier est assez peu épais, 2,6 mm pour les touches, une course qui est aussi assez limitée, 1,3 mm, et surtout aussi une force d'activation qui est quasiment similaire à celle des interrupteurs, donc des switches rouges, donc quelque chose d'assez similaire. L'autre chose que je dois vous préciser, c'est que ce clavier existe en 2 layouts, en 2 tailles. Vous avez la version mini, alors je peux pas la tronquer puisque le layout est pas le même, et je vous la mettrai en capture d'écran, mais en gros vous avez cette taille-là, physiquement. Par contre les touches sont un petit peu compactées pour que ça rentre sur le châssis. Et puis vous avez ce pleine taille qui est forcément un petit peu plus cher, mais qui propose un pavé numérique complet. Moi j'ai pas de problème de taille sur mon bureau, et j'ai l'habitude d'utiliser les touches du pavé numérique. Je préférais avoir des touches pleine taille, pavé numérique. Et aussi un truc qui m'est assez important, puisque quand je joue à l'ancienne, on va dire, avec les flèches, je voulais une zone dégagée avec les flèches. Pas de flèches compactées dans des noyés au milieu d'autres touches. Voilà ce que je pouvais dire pour le devant du clavier. Donc on a vu le principal. Un truc que j'ai toujours pas compris, c'est que la marque c'est bien Logitech, mais vous verrez que partout il y a des logis qui apparaissent, le logo Logi, comme vous avez sur la souris MX Master 3S, et j'ai toujours pas compris pourquoi ils font cette distinction entre les deux marques entre guillemets, alors qu'ils font bien apparaître la marque Logitech en gros. Donc clavier haute performance, sans fil et rétroéclairé, finition aluminium, et ça vous le verrez quand je vais le déballer avec les switches que je vous ai indiqués. Je vous montre ici les côtés parce que c'est assez important. Il est sans fil, mais il est sans fil sur 2 technologies, Bluetooth et Bolt, donc la nouvelle technologie sans fil amélioré, on va dire, de unifying, mais il n'est pas unifying. Et donc, comme c'est le même reproche, en fait, que pour la souris MX Master 3S que je vous ai présenté, si vous avez déjà des produits unifying, malheureusement, vous serez obligé d'avoir un dongle, donc une clé sans fil supplémentaire, puisque, eh bien, vous n'avez plus le support de unifying. Je ne comprends pas pourquoi Logitech ne fournit pas les 3 capacités sur ces produits, ça aurait été beaucoup plus intelligent, malheureusement ils l'ont pas fait, c'est comme ça. Et puis vous avez donc ici le contenu du paquet, donc on va le voir dans un instant, il est scellé, c'est un produit neuf non reconditionné que je me suis pris. Voilà pour l'arrière, donc vous mettrez sur pause si vous voulez dire, on vous parle du confort à la fois du clavier et des touches tactiles avec une épaisseur assez faible, le confort de longue durée parce que ce sont des matériaux assez nobles, revêtement aluminium, touches assez solides, l'éclairage intelligent, vous allez voir que c'est pas mal puisque non seulement vous avez du rétroéclairage, mais en plus, un peu comme sur certains claviers gaming, vous pouvez customiser le comportement du rétroéclairage, des connectivités sympas puisque vous avez du Bluetooth qui va être compatible avec tout, et du Bolt avec la clé propriétaire,
Et vous avez ici les caractéristiques du produit, donc vous mettrez en pause si vous voulez les lire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce clavier, en tout cas à partir des spécifications qu'on voit là. Alors en ouvrant le carton, déjà ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que on est sur un produit Logitech, et donc comme tous les produits Logitech, on a tout de suite du premium. Donc on est accueilli avec au dos du carton les fonctionnalités principales du clavier. Le clavier est pré-appairé avec le dongle Bolt, donc si vous utilisez le dongle Bolt, vous avez juste à le mettre sur votre machine et ça va fonctionner tout de suite. Sinon évidemment vous pouvez l'appairer directement en Bluetooth si vous le souhaitez. On vous explique ici aussi que vous avez les capacités de changer de profil facilement, donc de changer d'appareil facilement, puisque vous avez des personnalisations qui sont disponibles en fonction de si vous êtes sur Mac ou sur PC. Je vous montrerai, on peut basculer d'une configuration à l'autre, et tout se configure directement via l'interface de chez Logitech, donc soit Options+, soit leur site internet. Et vous avez Easy Switch, donc qui vous permet de basculer entre ces fameux périphériques, en fonction du nombre de périphériques que vous avez. Vous pouvez aller jusqu'à 3 périphériques, associés en permanence au clavier, sur les deux protocoles qu'ils supportent, donc le Bluetooth et le Bolt. Donc le clavier en lui-même, alors j'ai fait pas mal de digressions, mais c'était pour vous présenter au maximum ses capacités. Donc il est protégé dans un petit papier, donc ça c'est bien pour le côté recyclable de l'emballage. Et vous voyez ici qu'on a une petite carte qui vient de sauter, mais une petite carte qui présente les produits Logitech. Donc le papier, je le mets de côté. Ici, on a le dongle, donc je vais le regarder dans un instant, mais je mets tout ça de côté. Et voilà le clavier. Alors, le clavier en lui-même, il est très compact. Plus de bords, plus rien. Hein. Vous voyez, c'est vraiment le minimum. Un layout AZERTY, puisque c'est ce que j'ai demandé. Et vous voyez quand même qu'il a une certaine épaisseur, puisque c'est un clavier à touche mécanique, et donc forcément on a une certaine épaisseur forcément de touche. Alors je vous ferai des gros plans tout à l'heure, c'est-à-dire tout à l'heure pour vous, pour moi ça va être au bout de quelques jours, voire quelques semaines d'utilisation, comme ça je saurai sur le bout des doigts comment il fonctionne, je pourrai vous expliquer tout ça. Mais en gros, donc vous avez un clavier AZERTY complet, donc touche de direction, pavé numérique, plus ici des petites fonctionnalités supplémentaires spécifiques Logitech, configurables dans la partie logiciel, donc dans la partie Logitech Options. Vous voyez le fameux logo Logi en haut, donc il y a un petit rebord tout le long du clavier. Le clavier est ici c'est un châssis en aluminium, sur le dessus en tout cas c'est une plaque en aluminium, le reste c'est un châssis plastique, donc ça c'est du plastique, le dessous c'est du plastique, les touches sont en plastique. Vous avez ici le petit interrupteur on-off avec la petite couleur en fond, donc on voit qu'il est rouge, donc il est éteint. Le chargeur, donc la prise pour charger qui est en USB-C, donc très pratique pour moi. C'est un des derniers produits que j'avais en micro USB, maintenant c'est terminé sur mon bureau, je suis passé en tout USB-C, j'en suis très content. Au passage, vous pouvez évidemment brancher le clavier pendant que vous l'utilisez, mais attention, ça ne devient pas un clavier filaire, c'est un clavier sans fil, je vous l'ai dit, Bluetooth Bolt, avec des capacités évoluées puisque vous pouvez jouer avec ce type de clavier, mais ça reste un clavier sans fil, donc c'est juste un connecteur de charge, c'est pas un connecteur pour transférer les touches, les appuis de touche via du filaire. À l'arrière, vous avez ici le numéro de série, mais sous cette étiquette, et je vous mettrai une incrustation, si vous décollez l'étiquette, vous avez normalement 4 petites vis et un petit bout de plastique que vous pouvez faire sauter pour aller accéder à la batterie, puisqu'il est sans fil, ce clavier, et vous le savez, je vous le dis régulièrement, tous les produits sans fil, la plupart du temps, quand il lâche, c'est plutôt au niveau de la batterie. C'est des produits c'est ce qui s'use le plus en fait dans un produit qui fonctionne hors secteur, donc sur batterie. Et donc il faut impérativement regarder quand on achète un produit si ce produit peut être soit recyclé, soit encore mieux réparé, remis à jour avec une batterie récente. Jusqu'à présent, les claviers Logitech que j'avais étaient sur pile rechargeable, ce qui était très bien. Ici c'est une batterie, c'est un petit peu moins souple puisque ça veut dire qu'il faut continuer à trouver un fabricant de batterie, parce que dans 10 ans, c'est pas dit qu'il y a un fabricant qui en fabrique encore, mais en tout cas, on peut changer la batterie. Et vous avez ici, c'est écrit 8 degrés, vous avez des petits pieds que vous pouvez ouvrir et qui vont incliner le clavier à 8 degrés. C'est étonnant, mais c'est écrit dessus. Voilà les capacités ergonomiques, c'est assez limité, 8 degrés, mais ça suffit. Si vous avez besoin d'incliner le clavier, c'est normalement suffisant. Et vous avez évidemment la même chose de l'autre côté, un patin silicone ici, anti-glisse, pour éviter que le clavier donc glisse vers vous. Dans la boîte, une seule chose, on vous renvoie à nouveau vers le site mxsetup.logi.com qui vous indiquera comment récupérer Logitech Options et compagnie, et vous avez évidemment le dongle Bolt. Alors on sait qu'il est Bolt puisque vous voyez dessus, ici vous avez le logo Bolt. Alors on va le voir à peine, je vais vous zoomer un petit peu mieux. Normalement ici vous voyez le petit logo vert
c'est un logo Bolt. Si vous avez un espèce d'engrenage orange, c'est que vous avez du Unifying. Ce sont deux protocoles propriétaires Logitech, mais ils n'ont pas grand chose à voir. Le Bolt est sécurisé, beaucoup plus sécurisé, et normalement apporte une meilleure gestion de la latence, et moins de perturbations quand vous avez beaucoup de produits Bolt dans un environnement. Je compte dessus, je compte sur lui, et le fait que ce clavier soit Bolt pour améliorer la situation, je vous l'ai dit. Moi je souffre de, comme j'ai du Wi-Fi, du Bluetooth, du Bolt et du Unifying, tout ça dans le bureau, j'ai l'impression que ça perturbe un petit peu mon clavier, donc on va voir si ça améliore la situation. Et enfin, un dernier accessoire dans la boîte du MX Mechanical, on le voit, donc c'est associé à ce petit rangement ici, vous avez le dongle Bolt, via une petite icône ici pour dire qu'il y a un câble, et bien vous ouvrez, et on a bien un câble, alors qu'un câble tout à fait standard, un câble de charge USB-C, mais un câble quand même de qualité, fourni par Logitech, donc il y a la petite attache pour le maintenir, USB type A vers USB-C, petit câble de charge, de la couleur du clavier, donc assez élégant, en gris un petit peu foncé. Et puis vous avez aussi des prospectus, je vous les montre vite fait juste pour que vous sachiez, les notes d'utilisation et puis le manuel rapide. D'ailleurs, dans le manuel rapide, on précise deux choses que je vais vous montrer. Donc à la fois le fait que vous avez la batterie remplaçable, donc ça j'en parlerai puisque c'est un point quand même relativement positif, batterie remplaçable et échangeable. Et puis on vous explique comment le mettre en route. Pour le mettre en route, vous avez donc le switch qui est ici, switch qui est de couleur, donc il est comme sur la majorité des produits Logitech, à fond vert quand le produit est allumé, et à fond rouge quand le produit est éteint. Et puis c'est tout, dans cet emballage, il n'y a pas grand chose de plus, et je ne vais même pas utiliser ce dongle Bolt, puisque je vais réutiliser celui qui vient avec ma souris, donc je vais inclure mon clavier sur le même dongle que ma souris, et comme ça j'aurai un seul dongle pour tous les gérer. Alors avant de le mettre en activité, ce clavier, on va juste jeter un coup d'œil au MX Palm Rest, qui est l'accessoire qu'on met comme ça devant pour pouvoir poser donc ses poignets. C'est un accessoire qui coûte plutôt cher, 30 €. Moi j'ai dû l'avoir à 15 €, je crois, quelque chose comme ça, et c'est déjà, je trouve, excessif, même si c'est un produit qui est bien fini, hein, c'est toujours trop cher pour ce que c'est. Mais ce que j'aime bien par rapport à d'autres claviers comme celui-là, c'est que c'est des surfaces qui peuvent s'abîmer. Alors soit à force de l'utiliser, soit parce que vous faites tomber un truc dessus. Et le fait que ce soit détaché, je trouve ça au final pas bête, parce que vous pouvez le renouveler. C'est une zone qui peut s'user, et donc du coup, alors évidemment, il faut pouvoir en trouver encore dans quelques années, mais vous pouvez le renouveler, et ça permet d'avoir un clavier toujours à peu près correct esthétiquement, propre, sans avoir besoin de renouveler le clavier. Donc au final, je trouve pas l'idée idiote. Alors je sais pas si j'aurais vraiment besoin du Palm Rest, mais je me le suis pris dans le doute parce que j'avais l'habitude quand même d'avoir une surface devant pour poser mes poignets, et donc je me suis dit que ce serait peut-être plus confortable. Je vous montre l'arrière, mais malheureusement, vous voyez que j'ai pas mal d'autocollants, donc vous verrez pas tout. Mais pareil, on vous explique que c'est pour améliorer l'ergonomie. On vous explique aussi que c'est une mousse à mémoire de forme qui est dedans avec, je pense, c'est du polyuréthane, hein, autour, ça doit pas être du cuir ou des matériaux assez nobles, et donc ça permet d'améliorer l'ergonomie du clavier. Alors on va voir si c'est un reconditionné en bon état. Normalement c'était un reconditionné état neuf Amazon. Des fois on a des surprises, hein. Je sais pas si Amazon vérifie toujours l'état de tous les produits, mais des fois on a des mauvaises surprises, rarement, mais ça arrive. Donc voilà le support. Écoutez, c'est parfait, il a l'air d'être comme neuf. Donc c'est juste, ça va pas chercher bien loin, hein, c'est juste un dessous un petit peu siliconé. Le dessus c'est le même matériau, donc dessous c'est la même chose, c'est écrit Logi en dessous, et là on sent que c'est une mousse à mémoire de forme. On place ça comme on veut, en fait, on peut le mettre contre le clavier, mais on peut le mettre aussi comme ça, et ça fait un petit support tout doux et tout agréable pour y déposer les poignets. Bon, moi je trouve que c'est sympa, et puis ça rajoute un petit peu à la taille du clavier pour avoir un truc confortable à utiliser. Donc au final, ça fait que 2 secondes que je l'ai posé sur le bureau, mais il est sympa parce que la couleur colle avec les touches les plus foncées, le matériau en lui-même, alors je vous ferai un zoom, c'est pareil de très proche pour que vous voyez, mais c'est très lisse, donc c'est pas du tout une imitation cuir ou autre, hein, ça fait un plastique un peu lisse, pas de logo, le logo est au dos, donc ça fait quelque chose de discret, et puis juste en mettant les poignets dessus, c'est déjà largement mieux que le devant du clavier que j'avais ici, qui était forcément très dur. Ici on a quelque chose de plus, je pense, un peu plus ergonomique, d'un peu plus confortable à l'usage. Ce Palm Rest, il est fourni avec un petit feuillet d'explication. À mon avis, c'est un produit qui va s'user, je pense pas que Logitech vous le remplace si jamais il y a une usure que vous jugez prématurée, donc nettoyez-le régulièrement pour éviter l'usure trop rapide par le gras des mains et le frottement, pour qu'il garde un aspect, un esthétisme assez propre
relativement longtemps. Mais c'est un produit qui va forcément s'user de par le matériau et de par la nature, hein. C'est quelque chose que vous allez tout le temps avoir en contact avec vos poignets. Je vous fais une capture d'écran de mon PC, que vous voyez comment je le configure. Alors je le fais dans Windows 10, mais c'est similaire dans Windows 11. macOS, aucune idée, donc il faudra que vous vous renseigniez de comment on fait, mais j'imagine que c'est assez similaire, hein. Vous allez donc sur le site mxsetup.logi.com. J'imagine que moi j'ai déjà de Logitech Options, je vous l'ai dit, j'ai déjà du matériel Logitech, je peux passer cette étape, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que je me posais la question de vers quoi ça allait me renvoyer. Donc on va sur mxsetup.logi.com. Alors j'ai l'autre clavier à côté, hein, évidemment, puisque le clavier est pas appairé. Voilà, donc ici on voit que je suis sur le site de Logitech, et on me dit, bienvenue dans le guide d'installation, avez-vous besoin d'aide ? Oui, aidez-moi à les collecter, ou non, je suis prêt à les personnaliser. Donc je vais demander de l'aide, juste pour voir ce qu'on me propose. Donc qu'est-ce que je veux configurer? Je veux dire que je veux un clavier. Il va me demander, j'imagine, qu'est-ce que j'ai comme récepteur. Donc j'ai un récepteur sans fil. C'est mon récepteur Bolt. Brancher le récepteur sur le port USB, donc ça c'est déjà fait, puisque je vais réutiliser un récepteur que j'ai déjà. On va voir si c'est déjà si c'est supporté. Donc assurez-vous que le clavier est allumé. Donc je vous rappelle, hein, ici vous avez l'interrupteur pour allumer le clavier. Donc je vais allumer le clavier. Voilà, on voit qu'il s'allume avec un petit voyant vert. Donc j'imagine que c'est comme sur la MX Master, ça veut dire que tout va bien au niveau de la batterie. Donc je fais suivant. Ensuite on me dit appuyer pendant 3 secondes sur la touche fonction, puis soit O pour Mac, soit P pour Windows, donc 3 secondes Windows plus P. Donc on voit qu'il se met ici en appairage sur la touche numéro 1, j'espère que vous la voyez. La touche 1 clignote. Donc a priori c'est bon, il est en mode Windows. Et ensuite on me dit installer Logitech Options. Donc ça tombe bien puisque je l'ai normalement ici. On va le chercher directement là. Voilà, vous voyez que j'ai Option Plus. Donc ici on me propose en fait de le télécharger. Mais là pour le coup j'ai pas besoin. Je vais faire ajouter un périphérique. Je vais sur le récepteur Logibolt sur lequel j'ai la MX Master 3S. Voilà, et puis ici vous voyez que le MX Mechanical vient d'arriver. Donc je fais se connecter. On me dit saisissez les chiffres suivants sur votre clavier et appuyez sur Entrée. Donc je vais faire ça. Je sais pas si je peux appuyer sur ces chiffres-là. A priori, oui. 3, 8, 4, 3, 4, 4, Entrée. Donc ça c'est pour l'appairage sécurisé. C'est pour être sûr que personne d'autre ne peut se connecter à votre dongle. Et enfin, configurer le dispositif. Et donc là, en fait, mon application Logitech Options va se configurer pour le MX Mechanical. Donc, je vous présente vite fait à quoi elle ressemble, et puis on y reviendra dans la conclusion. Pour comprendre comment on peut configurer le clavier en termes de rendu visuel, puisque vous allez voir que le rétroéclairage se configure. C'est un petit peu le truc qui est sympa sur le clavier en question. Donc on a des touches multimédia, vous les voyez ici en haut, les mêmes touches multimédia qu'on peut retrouver sur ce clavier-là. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est des touches fonctions combinées. Et donc ce qui explique ici Logitech Options en ce moment, c'est que vous avez accès à des touches évoluer pour configurer votre clavier. Donc dictée, emoji, etc. Mais si on reconnaît les raccourcis dans Windows, en général, on n'a pas besoin de ce genre de choses. Donc vous avez du rétroéclairage ici qui est pilotable, je vous montrerai après. Vous avez aussi la possibilité de basculer entre différents périphériques et les effets de rétroéclairage. Par défaut, on vous propose dès le départ de choisir les effets de rétroéclairage. Vous avez du statique, donc du allumé en permanence quand vous l'utilisez, du contrastant, qui lui a des effets d'allumage qui sont un peu plus jolis, donc c'est joli quand il fait sombre, de jour on s'en moque un petit peu, des effets de pulsation, donc la lumière s'allume, s'éteint, des effets de vague de gauche à droite, bon, ça fait très gaming, mais c'est sympa sur un clavier de ce prix-là, avec adressé en fait au niveau de la lumière d'avoir de l'éclairage. Alors je précise, l'éclairage est purement blanc, hein, pas d'éclairage couleur, mais bon en général c'est des matériels pro, donc on reste quand même plutôt sobre, et je pense que c'est ce qu'on pourra conclure sur ce clavier, il est très sobre en termes de matériaux, en termes de look et en termes de rétroéclairage. Et réactif, ça c'est plutôt sympa, vous appuyez sur des touches. Alors je sais pas si on le verra ici, je vais appuyer sur la touche O, vous avez donc normalement le rétroéclairage qui est réactif, donc il faudra que je me mette dans la pénombre pour que vous puissiez voir, ici je me rends compte qu'on ne voit pas, donc je me mettrai dans la pénombre, mais en tout cas c'est les touches autour de là où vous tapez qui se mettent à se rétroéclairer. Donc moi je vais aller dans le choix de base statique, et puis je vous referai un exemple des différents modes pour que vous puissiez voir avec un petit peu de pénombre à quoi ça ressemble. On peut évidemment personnaliser toutes les touches fonctions en fonction de ses besoins, c'est pas parce qu'il y a une icône dessus qu'on est bloqué par l'icône, et vous pouvez évidemment utiliser les touches fonctions à l'ancienne, et vous avez donc 3 boutons Easy Switch, ce qui veut dire que vous pouvez inclure cet appareil avec 3 périphériques, mais comme vous pouvez le faire aussi avec votre souris MX Master 3S, et donc comme ça vous êtes en permanence, si vous le souhaitez, vous pouvez basculer
entre 3 périphériques différents de technologies différentes. Ça peut être un PC, un Mac, un smartphone par exemple, si vous voulez. Voilà, le clavier est prêt à l'emploi, je vais le mettre à charger, et puis au bout de quelques jours, quelques semaines d'utilisation, eh bien, je vais tourner la deuxième séquence où je vous explique comment j'utilise, si je le trouve pratique ou pas, qu'est-ce qui est sympa, qu'est-ce qui est moins sympa, et si au final c'est un gain significatif ou pas d'être passé sur cette version MX Mechanical au lieu de ma vieille version K800. Alors pour le coup, vous voyez que au niveau empreinte sur mon bureau, c'est la même chose, hein, si je mets les deux côte à côte, voilà, ça se vaut, donc j'ai pas gagné en espace, et donc j'espère que je vais gagner en confort d'utilisation et en côté pratique au quotidien. On jette un coup d'œil très rapide à Logitech Options Plus. Alors je vais sûrement dans la vidéo plusieurs fois dire Options, mais en fait la nouvelle version de Logitech Options, c'est Options Plus, qui apporte vraiment une revisite complète de l'interface de configuration des produits Logitech. Alors tous ne sont pas dans Options Plus, mais c'est de mieux en mieux. Même mes produits un petit peu anciens sont maintenant inclus. Mon K800 n'était toujours pas inclus dans Options Plus, et je pense qu'il le sera probablement jamais. Vous voyez quand même, l'interface est assez élégante, donc vous pouvez y mettre votre compte Logitech, ce qui vous permet de sauvegarder vos réglages. Vous pouvez très facilement ajouter un périphérique, vous l'avez vu, je vous ai montré comment vous pouvez ajouter un nouveau périphérique à un dongle Bolt ou Unifying ou Bluetooth éventuellement, suivant votre cas de figure. Donc, je vous rappelle, hein, le clavier MX Mechanical est prêt à l'emploi. Si vous utilisez le récepteur Bolt qui est fourni avec le clavier, vous le branchez sur le PC, c'est parti, ça fonctionne, il n'y aura pas de souci. Par contre, moi dans mon cas de figure, je vous ai montré comment on l'intègre sur un autre récepteur Logibolt, sur lequel, vous voyez, j'ai déjà 2 emplacements de dispositifs. Vous voyez donc que vous avez vos différents périphériques, donc je vous ai déjà montré pour la MX Master 3S comment ça se règle avec les profils par application. Et bien c'est exactement le même principe pour le MX Mechanical. Pour le MX Mechanical, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une application. Donc si par exemple vous faites du montage vidéo, vous ajoutez votre application de montage vidéo. Et ensuite vous avez des réglages généraux pour toutes les applications de votre PC, ici je suis sur PC, et ici vous avez des réglages qui sont spécifiques à votre application de montage vidéo. Et puis vous pouvez faire ça pour votre éditeur de texte, voilà, n'importe quelle application qui est reconnue dans la liste des applications ici. Donc c'est plutôt pratique puisque du coup ça vous permet de configurer plus finement votre clavier et surtout d'adapter les touches fonctions en fonction des besoins que vous aurez dans les applications en question. Alors concernant les réglages en eux-mêmes, vous avez les touches fonctions qui sont configurables. Alors je vais vous montrer une touche qu'il faut, je trouve, absolument modifier si vous connaissez le fameux raccourci Windows L. C'est enlever la possibilité de verrouiller directement avec cette touche-là, parce que si jamais vous appuyez dessus malencontreusement, vous verrouillez votre session, c'est un petit peu pénible. Personnellement, ce que j'aime bien, c'est mettre la possibilité de couper le microphone. Donc vous l'avez ici, activer, désactiver le micro. L'autre possibilité aussi, c'est de mettre activer, désactiver le haut-parleur, puisque c'est une touche qui est combinée. Si vous utilisez les fonctions, des touches fonctions, la touche F12, vous allez en avoir besoin, et donc vous n'aurez pas la touche désactiver le haut-parleur. Donc vous choisissez. Moi, comme je travaille pas mal, je suis en télétravail, c'est vrai que c'est pratique, surtout quand on est dans Windows 11, avec ces nouvelles capacités de pilotage comme ça unifié de microphone, d'avoir la possibilité d'activer, désactiver le microphone. En tout cas, je vous déconseille de laisser la touche par défaut qui est la touche de verrouillage. Donc ça, c'est pour le réglage des touches. Vous voyez qu'il y a énormément de touches qu'on peut paramétrer, même certaines touches qui sont des touches classiques d'un clavier standard. Donc vous pouvez les redéfinir, ça vous fait quand même pas mal de touches pour vraiment configurer exactement selon vos besoins. J'ai oublié de préciser aussi ce que vous voyez ici. Vous avez non seulement ici le niveau de la batterie et le type de connexion, donc si c'est Bolt, Unifying, Bluetooth, et vous avez aussi évidemment sous chaque périphérique le rappel de tout ça. Donc ça c'était pour la partie touche. Pour la partie rétroéclairage, alors c'est pas par application, hein, le rétroéclairage c'est global au clavier. Je vous fais de toute façon je vais vous en parler dans une séquence dédiée pour vous montrer les différents effets, donc je rentre pas dans le détail, mais vous avez les effets qui sont réglables ici. Easy Switch, ce sont les 3 touches que vous pouvez configurer sur le clavier. Alors moi dans mon cas de figure j'avais branché mon ordinateur portable en Bluetooth, mais en fait il se trouve que je suis déjà sur un switch USB, et donc en fait quand je bascule avec mon switch USB, je bascule soit sur mon installation principale, soit sur mon dock USB-C sur lequel j'ai mes ordinateurs portables qui sont connectés. Donc au final j'ai pas besoin de connecter ce clavier à d'autres périphériques. C'est mon switch USB qui bascule automatiquement sur tous les autres
sur le dock en fait, donc avec les autres PC. Mais vous pouvez très facilement avec les deux autres touches donc basculer sur l'appui d'un autre PC. Et enfin vous avez les paramètres, alors je l'ai caché ici pour éviter tout souci, mais vous avez le numéro de série et la possibilité de vérifier les mises à jour. Des explications rapides sur le clavier. Vous pouvez définir pour ce clavier soit d'être en touche fonction par défaut, soit d'être en touche raccourci par défaut. Vous avez d'autres possibilités, donc la disposition de clavier, le rétroéclairage, donc activer ou désactiver, mais ça vous l'avez déjà dans la partie rétroéclairage. Le mode économie d'énergie quand vous arrivez en fin de batterie pour désactiver le rétroéclairage et préserver un petit peu la batterie, et si vous voulez désactiver certaines touches qui ne vous sont pas utiles, vous pouvez ici désactiver les touches, donc les rendre inopérantes. Et puis ensuite vous avez des systèmes d'aide et des systèmes d'enregistrement pour tout ce qui est sauvegarde dans votre compte Logitech, pour pouvoir récupérer comme ça les réglages si jamais vous réinstallez votre machine. Il y a une fonctionnalité qui n'existe pas sur le MX Mechanical, mais que vous pouvez coupler avec une souris Logitech, c'est Flow. Flow, ça permet, quand vous l'avez configuré, de basculer, quand vous arrivez sur le bord d'un écran, vous pouvez basculer sur une autre machine, automatiquement, à partir du moment, évidemment, où clavier et souris sont appairés sur cet autre appareil. Donc ça permet de faire globalement avec les deux produits, mais moi je vous l'ai dit, j'utilise un switch USB, ce qui est beaucoup plus souple pour moi. Donc du coup je n'utilise pas cette fonctionnalité là, mais si vous cherchez Flow, elle n'est pas directement dans MX Mechanical, elle est liée au principe de bascule de bord avec une souris, donc ici la MX Master 3S, mais c'est vrai avec d'autres modèles de souris. Je vais maintenant pouvoir vous partager ce que je pense de ce clavier, en termes de points positifs et négatifs évidemment. Il faut savoir que j'avais déjà un avis quand j'ai commencé à déballer le clavier, à l'utiliser, puisque j'avais déjà consulté des tests, donc j'avais une petite idée de à quoi m'attendre avec ce clavier en particulier, et puis au bout de quelques heures d'utilisation, on a déjà une bonne idée des points forts et des points faibles de ce clavier. Mais j'ai essayé de vous les résumer, pour que ce soit aussi digeste que possible, que vous ayez en 8 grandes catégories ce que je trouve sympa, neutre et négatif sur ce clavier, et la dernière catégorie ce sera mes recommandations d'amélioration. Si Logitech un jour regarde cette vidéo et se dit tiens c'est intéressant, prenons en compte ces points négatifs, eh bien ce que je trouve le plus important à faire évoluer pour éventuellement une deuxième génération de ce clavier MX Mechanical. Alors ce clavier, je vous l'ai dit dans l'introduction, il est sympa mais c'est pas un clavier parfait, loin de là, il y a beaucoup de points qui mériteraient d'être améliorés en fait, et parmi ceux-là, vous allez voir qu'il y a quand même des points qui sont assez critiques, en tout cas moi pour mon utilisation du quotidien, que je juge un petit peu embêtant. Alors les 8 points que je vais couvrir, c'est le design, l'ergonomie, la recharge et l'autonomie du produit, le fait que ce soit un clavier mécanique, le prix, la durabilité de ce clavier, la connectivité, et enfin donc les évolutions nécessaires. Donc on se lance tout de suite, mais évidemment n'oubliez pas, vous avez encore et toujours le chapitrage en bas de vidéo, comme ça vous pouvez naviguer très facilement dans les sections qui vous intéressent. Alors en termes de design, je vous l'ai dit, mais c'est un design minimaliste. Alors moi ici évidemment j'ai la version complète, donc c'est pas la version mini ou TKL, on va dire, du clavier, sachant que la version mini est quand même un petit peu plus large qu'une version clavier compact, puisque au niveau pavé directionnel et touche de fonction, on a quand même quelque chose de sympa, on est un peu moins à l'étroit. Alors il faut savoir pourquoi il existe un layout compact, c'est parce que le fait d'avoir des touches de direction et un pavé numérique, ça écarte la souris de vos mains, et donc ça vous oblige sans cesse à faire cet aller-retour. Moi, il se trouve que par habitude, historiquement, j'aime bien avoir le pavé directionnel complètement séparé du reste du clavier, et donc pour jouer, etc., je trouve ça extrêmement pratique d'avoir des flèches de direction complètement isolées, donc ça me plaît bien, et je suis aussi extrêmement habitué à avoir un pavé numérique, même si je l'utilise pas tout le temps, en permanence, je trouve ça extrêmement pratique d'avoir un pavé numérique dédié, d'avoir donc un accès rapide aux chiffres. Donc, pour moi, la question ne se posait pas, c'était évidemment ce layout-là, mais malgré le fait que le clavier est quand même assez large, assez complet, vous voyez qu'il est, je sais pas comment je pourrais le nommer, borderless quasiment, il n'a quasiment aucune bordure, que ce soit en bas ou sur les côtés. En haut, il a une toute petite bordure, c'est le côté où il y a la marque et le petit voyant, mais c'est tout. Sinon, c'est un clavier extrêmement compact, même dans sa version complète. Du coup, ça a des avantages et des inconvénients, c'est peut-être un peu plus pratique
si vous le transportez, à transporter, même si je pense pas que ce soit un type de clavier qu'on transporte. C'est un clavier qui est un peu plus compact sur un bureau. Par contre, c'est un clavier qui n'a aucune ergonomie. Même si vous pouvez l'incliner, vous voyez qu'il n'a pas de repose-poignet, etc. Donc si vous voulez un petit peu d'ergonomie, il faudra rajouter ce qu'il faut. En tout cas, une finition minimaliste, et minimaliste aussi dans les matériaux utilisés. Vous voyez que c'est en gros une plaque d'aluminium. Alors le reste est en plastique, mais une grosse plaque d'aluminium avec des touches flottantes. Et ça rend vraiment très 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 joli. Sur un... Si l'esthétisme en tout cas est un critère qui vous intéresse, sur un bureau, c'est quelque chose qui est extrêmement sympa. La finition en elle-même est sympa sur la partie aluminium. Par contre, au niveau des touches, et on en reparlera un petit peu après, les keycaps, vous voyez qu'il y a des traces de gras. C'est des matériaux dont on est habitué en fait quand on est habitué au matériel Logitech, comme la souris MX Master 3S. Ce sont des matériaux qui marquent beaucoup, qui s'usent avec le temps, qui se patinent. Je sais pas si on peut vraiment dire patiner, mais en tout cas qui prennent les traces, etc. Donc c'est le côté un petit peu dommage, mais en même temps, vous voyez qu'on a un look assez neutre et assez simpliste, donc pas quelque chose de tape à l'œil, et ça va jusqu'à le rétroéclairage, mais on en parlera dans une section dédiée. Les touches sont rétroéclairées, alors évidemment vous en aurez un aperçu, je vais faire le noir on va dire sur le bureau, de manière à être dans la pénombre et pouvoir vous montrer tout ça un petit peu plus dans le détail, mais le fait que ce soit des touches mécanique flottante, on va dire, et qu'en plus elle soit rétroéclairée, c'est vraiment aussi un aspect assez intéressant du design général du clavier. Et puis, je vous rappelle, donc ces keycaps sont très fins. Je vous remontre une dernière fois, je vous fais un gros plan, et puis on en reparlera dans la section dédiée, mais vous voyez, ce sont des touches, ça a beau être des touches de clavier mécanique, elles sont extrêmement fines, extrêmement plates, donc déjà ça vous donne une ergonomie qui est pas similaire à un clavier mécanique, mais surtout ça donne un look assez sympathique et assez compact, assez voilà, ça fait pas gros clavier de machine à écrire sur un bureau, donc ça contribue aussi pas mal au look. Donc j'ai pas grand chose à dire sur le look, l'aspect général, les finitions, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fini, c'est premium, même si quand on l'utilise assez régulièrement, on se rend compte que les matériaux vont s'user avec le temps, et malheureusement c'est les choix que fait Logitech quelque part, c'est ce type de revêtement qui est certes joli quand vous l'achetez, tape à l'œil et premium, mais dès que vous commencez à l'utiliser un petit peu intensivement, bah ça s'abîme, ça s'use, ça se patine. C'est pas des touches en métal ou des choses comme ça, donc des trucs très 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 durables, mais en même temps c'est des matériaux quand même bien choisis. Deuxième donc point, ça va être l'ergonomie. L'ergonomie pour le coup c'est un petit peu moins bon, on est quand même, donc je vous le rappelle, sur un clavier dont le MX en fait, Master Series, ça veut dire Précision, Performance, Mastery. Donc normalement, c'est censé être ce qui se fait de mieux en termes de savoir-faire de Logitech. Et en termes d'ergonomie, Logitech a clairement fait largement mieux par le passé. En particulier, donc, cette inclinaison. Alors moi, finalement, je l'utilise, l'inclinaison, parce que c'est vrai que sinon, le clavier, je le trouve trop plat, surtout quand on le combine avec le repose-poignet. Donc j'utilise ici l'inclinaison, mais avec une seule possibilité, puisque vous voyez que c'est l'angle de 8 degrés dont je vous avais parlé, pas d'autre possibilité. En même temps, moi ça me va très bien, j'utilise comme ça, c'est juste ce qu'il faut pour que ce soit un tout petit peu surélevé, pour que, en posant mes mains avec les repose-poignets, ce soit sympa. Donc, voilà, je vais pas me plaindre, ça correspond à l'ergonomie que j'attendais, à ce que j'aime. Maintenant, je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas plus de réglages possible, parce qu'il y aura peut-être des gens qui voudront un truc un peu plus relevé ou un peu moins relevé, et vous pourrez pas le régler exactement comme vous voulez. L'autre point positif, c'est évidemment les deux layouts possibles. Donc si vous voulez un clavier plus petit pour avoir une ergonomie meilleure avec une souris sur le côté, c'est possible, donc ça c'est plutôt sympa. Puis surtout que le clavier en version mini ne sacrifie pas beaucoup aux touches, vous perdez vraiment le pavé numérique, mais vous gardez quand même pas mal de touches. Donc au final ça reste quand même exploitable en termes de clavier, c'est pas un clavier très minimaliste mais plus compact on va dire. Par contre en termes d'ergonomie ça s'arrête là, pas de repose-poignet, donc si je l'enlève vous voyez que c'est un clavier très basique, et honnêtement avec la surépaisseur du fait qu'il y a des touches de clavier mécanique, donc vous avez l'épaisseur à la fois du switch et l'épaisseur de la touche, même si c'est une touche relativement plate, vous avez quand même les mains qui sont un petit peu plus hautes, donc sans repose-poignet je trouve que c'est pas idéal, on va dire, en termes d'ergonomie. Le repose-poignet remonte un petit peu les mains et ça redevient tout à fait correct par rapport à un clavier classique. Alors, c'est pas le repose-poignet du MX Mechanical, il n'existe pas, donc c'est un repose-poignet qui existe dans la gamme Logitech, mais je crois qu'il est sorti pour le MX Keys, mais il fonctionne très bien en termes de look et en termes de, on va dire, surélever les poignets, ça fonctionne bien pour l'usage général, mais sans repose-poignet, moi je trouve dommage.
en termes d'ergonomie. Le fait de pas avoir de repose-poignet, évidemment, c'est intéressant pour les gens qui veulent pas un repose-poignet, bah du coup vous n'avez pas à payer pour quelque chose que vous n'utilisez pas. Par contre, on voit que c'est un accessoire en plus, c'est-à-dire qu'il y a rien qui est intégré, il se clipse pas magnétiquement au clavier, et puis c'est pas exactement le look du clavier, même si ça s'en rapproche quand même pas mal. Par contre, après ça, j'ai énormément de reproches à faire sur le clavier, et là, je vais taper fort parce que pour moi, c'est inadmissible sur ce type de clavier pour du Logitech en plus. Le premier point, c'est des touches de fonction comme vermage, et évidemment aussi le verrouillage, le vernum, donc le verrouillage du clavier, qui n'ont pas de voyant indicateur, donc ici vous verrez, il n'y a aucun voyant. Les seuls voyants, ici c'est une touche qui clignote. Alors un coup sur deux, du coup vous la voyez pas. Pour moi c'est raté en termes d'ergonomie, et donc vous ne savez pas à la lecture de votre clavier, vous voyez en plus elle s'est arrêtée là, vous ne savez pas si la touche vermage est activée ou pas, juste en regardant votre clavier. Et puis Vernum, il n'y a pas du tout d'indicateur visuel, donc pour le coup vous n'avez rien du tout. Donc ça c'est une erreur de la part de Logitech, c'est complètement raté. Pour moi, un truc qui est raté aussi, c'est le fait que vous ne pouvez pas transporter votre connecteur Bolt. C'est pas très grave pour cette version-ci, pour la version mini, qui est plus transportable, j'aurais vu quand même la possibilité de mettre je sais pas, un endroit ou un espace où mettre le petit connecteur USB quelque part. Ça a beau être un clavier Bluetooth, si vous voulez l'utiliser en Bolt, c'est quand même sympa d'avoir l'espace pour mettre le connecteur dans le clavier. Et pour moi, la chose qui est complètement ratée, alors pour le coup je peux le dire, c'est raté de mon point de vue sur ce clavier, c'est le rang des touches fonctions. Le rang des touches fonctions, il est raté pour deux raisons. La première, c'est que déjà, il n'y a aucun espacement entre les touches nombres ici et les touches fonctions. Et si vous êtes comme moi un habitué à taper sans regarder votre clavier, c'est extrêmement difficile de bien positionner ses mains. Alors j'ai pris des automatismes à force, l'habitude d'utiliser ce clavier, c'est-à-dire que par le toucher, je sens que c'est la barre espace, c'est juste au-dessus, je sens que c'est les touches de volume, donc je mets à peu près mes mains maintenant au bon endroit, mais c'est extrêmement dommage, juste en posant ses mains, de pas trouver rapidement où est l'espace, pour tout de suite positionner ses mains au bon endroit sur le clavier. Moi, cette rangée de touches fonction, aurait au moins dû être décalée de quelques millimètres pour créer un espace supplémentaire du clavier. Alors évidemment, le clavier aurait été moins compact, aurait probablement été moins joli, mais vous voyez que les touches sont parfaitement alignées ici, et il n'y a rien de plus piégeux, surtout si vous êtes comme moi développeur, que vous avez souvent besoin des touches F5, des touches F12 et des touches de ce type-là, vous allez tout le temps avoir des ratés, au moins au début, pendant les premiers jours, premières semaines d'apprentissage, vous allez taper sur la mauvaise touche, et c'est franchement dommage. Et le deuxième truc qui est extrêmement dommage avec ces touches fonctions, c'est qu'elles ne servent à rien. Les touches fonctions alternatives qui sont ici, je vous en montre quelques-unes juste pour information. Vous avez la touche Smiley, ici, c'est le Windows point virgule de Windows en fait, ça ne sert à rien. Si vous connaissez le raccourci Windows point virgule, cette touche Smiley ne sert à rien. La touche de verrouillage ici, la pire touche de ce clavier. Si jamais vous l'effleurez, vous verrouillez votre session. C'est le Windows L de Windows qui a au moins l'intérêt d'être une combinaison de deux touches. Et donc ça, c'est la première touche que je vous conseille de remplacer, mettre autre chose dessus, parce que sinon, à chaque fois, vous verrouillez votre session. Alors certes, pour les gens qui ne connaissent pas le raccourci, qui n'ont pas l'automatisme de verrouiller la session, ça peut éventuellement être pratique, mais sinon, pour les gens qui, comme moi, mettent la main juste pour essayer de trouver où est la touche, et puis par malheur, de temps en temps, appuient un peu trop fort dessus, vous verrouillez votre session. Et aucune des touches, ou quasiment aucune des touches ne sont utiles, et les seules touches qui sont utiles au quotidien, on va dire, c'est les touches multimédia, sur lesquelles il n'y a pas d'équivalent en termes de raccourci clavier rapide, et ces touches multimédia sont même pas toutes accessibles. Vous voyez que vous avez la touche mute, qui est une touche combinée fonction, ce qui fait que dès que vous avez besoin en fait des touches fonctions, vous ne pouvez pas utiliser en direct l'accès sur la touche mute, donc votre touche mute est inaccessible. Donc moi j'ai perdu quelque part la touche mute, je suis obligé de faire fonction F12 alors qu'avant j'avais une touche dédiée pour mute. Pareil pour le verrouillage de microphone, le mute de microphone, très pratique aussi. Si vous êtes sous Windows 11, quand vous êtes dans Teams par exemple, pour verrouiller rapidement votre microphone, pour faire en sorte de couper le micro, eh bien vous n'avez pas un accès rapide, vous êtes obligé de faire fonction microphone, autant utiliser le raccourci clavier dans ces cas-là. Pareil ici, vous avez la touche de capture d'écran Windows, où est la touche Print Screen sur ce clavier, il n'y en a pas. Logitech a juste décidé de supprimer cette touche, qui est une touche qui est pourtant hyper pratique, qui est une touche qui peut être combinée à cette touche de capture d'écran
dans Windows 11, vous pouvez la redéfinir en termes de comportement. Donc vous avez une touche officielle print screen qui fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation que vous pouvez sous Windows réutiliser autrement. Logitech a décidé de faire complètement autrement. Ils ont fait une touche qui est dédiée Windows, une touche print screen en gros, mais qui n'est pas print screen en termes de code touche. Et c'est une touche dédiée Windows pour l'outil Windows de capture d'écran. Voilà, donc cette rangée de touches fonctions, c'est un ratage complet, et j'aurais aimé, avant d'acheter ce clavier, savoir, en tout cas être un peu plus informé, être un peu plus alerté de ce problème, parce que franchement c'est pénible. Logitech a mis des touches mécaniques là-haut, ça n'avait aucun intérêt. Alors certes, sur un clavier mécanique c'est bien de mettre des touches mécaniques partout, mais ça n'apporte rien puisque c'est pas des touches que vous appuyez fréquemment. J'aurais préféré à la limite ne pas avoir de rangée de touches mécaniques et avoir des touches fonctions et des touches, quelques touches d'utilitaires comme ça, multimédia et compagnie dédiées, un peu mieux gérées, peut-être sur la barre ici des touches adaptées, mais des trucs que je peux utiliser au quotidien. Là en fait j'ai des touches qui me sont pas super utiles et qui sont très mal pensées. Donc je vous l'ai dit, la touche verrouillage de session et l'absence de touche print screen, pour moi c'est impardonnable sur un clavier. Ne pas avoir au moins les touches classiques, c'est vraiment dommage. En termes d'interaction avec les touches fonctions, que vous compreniez bien comment ça fonctionne, donc vous pouvez définir au niveau de Options, soit d'avoir un accès rapide aux touches fonctions historiques, donc F1 à F12, ce qui est mon cas, j'en ai besoin au quotidien, donc c'est la priorité que j'ai mis, mais vous pouvez aussi basculer par défaut sur les touches, on va dire macro, les touches d'options de Logitech. Donc vous avez smiley, interaction vocale, les trucs qui servent à rien en fait, capture d'écran et compagnie, qu'on pourrait faire d'autres manières. Je vous montre quand même comment ça marche. Donc si vous appuyez évidemment sur une touche fonction, vous avez le comportement de la touche fonction, mais si vous appuyez sur le modifieur qui est ici, donc la fonction, et que vous appuyez par exemple alors sur mute ici, vous allez pouvoir couper le son. Donc là vous voyez ici, je coupe et j'active le son directement avec un appui en combinant fonction et la touche F12. Donc c'est extrêmement pratique, ça fonctionne bien et c'est valable pour toutes les touches ici combinées. Il y a des choses qu'il faut savoir, c'est que vous avez sur la touche volume moins ici, la petite ampoule. La petite ampoule permet de personnaliser le rétroéclairage. Donc vous pouvez, en faisant fonction et cette touche-là, basculer entre les différents modes de rétroéclairage sans avoir besoin d'aller dans le logiciel Options Plus, donc sans avoir besoin de vous embêter à les régler, donc ça bascule de mode en mode. Et de la même manière, vous avez fonction plus ici F1 et F2, qui vous permettent de modifier le rétroéclairage de votre écran, si votre écran le supporte, et fonction et F3 et F4 qui vous permet de changer le rétroéclairage du clavier. Et donc vous pouvez aller d'un rétroéclairage désactivé, en faisant fonction F3 plusieurs fois, et vous pouvez aussi diminuer l'intensité du rétroéclairage si vous trouvez que c'est trop puissant, ça préserve aussi un petit peu la batterie. Donc voilà comment fonctionne essentiellement le clavier avec les touches fonctions. Les autres touches sont également combinées. Vous voyez ici, vous avez des touches combinées. De la même manière, vous avez le comportement principal sur le haut et le comportement alternatif en appuyant avec fonction sur le bas de la touche. Par contre, le petit point négatif, et on le voit là, c'est que quand vous repersonnalisez les touches qui sont ici, a priori, vous ne pouvez personnaliser qu'un seul comportement. Donc le comportement qui est en dessous est le comportement natif, comme vous avez en fait avec les touches fonctions. Vous pouvez personnaliser que le comportement, enfin une action sur la touche. Ça aurait été sympa d'avoir plusieurs actions enregistrables sur une touche, l'action principale, l'action alternative. Ici, c'est pas le cas. Toutes les icônes en bas, en fait, indiquent, en tout cas pour les touches fonctions, indiquent le comportement natif qu'on ne peut pas surcharger. Et les touches du haut, par contre, même volume moins, volume plus, vous pouvez changer leur comportement. Mais par exemple, le réglage du rétroéclairage, vous ne pouvez pas changer le comportement. Cette touche-là sert au réglage du rétroéclairage quand on fait fonction et la touche. On va parler maintenant recharge, autonomie du produit. Alors là, j'ai rien à dire. C'est vrai que c'est un clavier qui est très très bon en sans fil. Alors le seul reproche quelque part qu'on pourrait lui faire, c'est que si vous l'utilisez en version filaire, c'est-à-dire vous pouvez ici brancher directement un câble USB, bah ça va faire que charger la batterie. Ça ne devient pas un clavier filaire, donc ça c'est un petit peu dommage. Votre batterie va s'user, elle va être tout le temps chargée à fond, et je crois pas que Logitech met en place des mécanismes de protection de batterie quand il est tout le temps branché. Mais par contre, dès que vous l'utilisez comme moi sans fil, vous avez une très bonne autonomie. Logitech dit environ 15 jours sur batterie avec le rétroéclairage activé. Je sais pas à quel point c'est vrai, moi j'ai tenu un peu plus de 3 semaines. Ça dépend, j'imagine, du nombre d'heures par jour et du nombre de jours dans la semaine que vous l'utilisez. Moi j'ai une fréquence, j'ai 3 jours dans la semaine où je l'utilise, on va dire plus de 10 heures dans la journée, et le reste du temps j'utilise peut-être 2-3 heures dans la journée.
Donc voilà, j'ai pas des vraies journées complètes où je l'utilise, mais quand même j'utilise intensivement, et il faut reconnaître que l'autonomie est très très bonne. Et puis ensuite l'autonomie de plusieurs mois, même si c'est pas les 10 mois, je crois que c'est 10 mois annoncés, plusieurs mois sans avoir besoin de le recharger, plus 6 mois sans avoir besoin de le recharger, c'est extrêmement bon. L'autonomie de ce clavier est vraiment très très bonne. Pour en tout cas le type de clavier que c'est. Donc au niveau autonomie, il n'y a pas de rattache particulier. La recharge est très facile avec le connecteur USB-C. Alors ça reste une charge classique, mais en quelques minutes, vous pouvez le recharger suffisamment pour une journée de travail. Donc même si vous avez complètement oublié de le recharger, vous le branchez, et puis voilà, vous le laissez aller en charge pendant 10-15 minutes, et vous récupérez un clavier parfaitement fonctionnel pendant toute la journée de travail. Donc même là-dessus, c'est bien pensé. Franchement, recharge, autonomie, c'est quasiment un sans faute. Le dernier point qui est intéressant, et on va en parler dans la partie durabilité, c'est que c'est une batterie, et la batterie est remplaçable. Par contre, ce sont pas des accus, donc vous pouvez pas très rapidement enlever les accus et en remettre d'autres pour repartir pour une utilisation complète, on va dire. Donc c'est le petit bémol, mais ça reste une batterie de bonne qualité, ça fait que le produit est moins épais, et l'autonomie est super. Quatrième point, le fait que c'est un clavier mécanique. Alors je connais pas l'histoire de Logitech dans le monde du clavier mécanique, je sais même pas si c'est leur premier clavier mécanique. Disons que, en tout cas sur des générations modernes de produits Logitech, c'est leur grand retour, leur grande arrivée sur le marché du clavier mécanique, et ils le font plutôt bien. Alors il y a quand même pas mal de petits bémols. Personnellement, moi je suis habitué à la frappe sur un clavier en AZERTY. Alors pour les pros, on va dire, qui tapent sur des claviers, évidemment, c'est pas le layout qui est le plus efficace quand on veut être très efficace en termes de saisie. Mais bon, moi j'ai appris comme ça, j'ai toujours eu des claviers AZERTY, j'arrive pas à avoir des claviers QWERTY. Et puis de toute façon, à partir du moment où vous avez plusieurs produits, que la majorité sont en AZERTY, basculer d'un layout à l'autre, c'est vraiment très compliqué. Donc je reste sur un clavier AZERTY. Et la conséquence du clavier AZERTY, c'est que Logitech ne vous propose aucune configuration pour les switches qui vont être utilisés. Donc c'est un seul type de switch. Les switches qui sont les brins, en fait, les tactiles discrets, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, et du coup, si vous voulez autre chose, il faudra partir sur des versions QWERTY internationales. Du coup, un seul type de switch, c'est là où c'est un petit peu dommage. L'autre truc qui est un petit peu dommage, c'est que même si les switches ne sont pas mauvais, c'est pas des switches Cherry, donc c'est pas vraiment du haut de gamme du switch mécanique, c'est du switch, on va dire, classique, standard, et c'est un petit peu dommage. Pour une marque premium comme Logitech, je sais pas si Logitech a les capacités de s'allier avec Cherry. Peut-être pas à cause de problématiques marketing de marque ou je sais pas quoi, ils avaient peut-être même pas la possibilité, ou Cherry ça les intéresse peut-être pas du tout, ou Logitech ça les intéresse pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a des switches, on va dire un cran en dessous, que des switches très prestigieux comme les Cherry. Alors ça enlève rien aux qualités du clavier, mais quand même, pour les gens qui sont habitués à la saisie sur clavier mécanique, ça sera quand même un petit peu moins bien qu'un clavier un peu haut de gamme en switch complètement Cherry. L'autre truc qui est sympa, c'est le fait que ce clavier a des switches assez discrets. Alors, ça reste un clavier mécanique, donc il est audible, mais si vous le comparez à des claviers plus classiques, et surtout combiné à des souris comme la MX Master 3S qui est extrêmement silencieuse, on n'entend même pas cliquer, c'est vrai que c'est dommage d'avoir un clavier très bruyant. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un bon compromis. Je vous fais la capture audio avec le micro Rode, qui est un micro Canon sur la caméra. Je vous fais pas avec le micro studio, comme ça vous entendrez mieux le son des touches. Donc, concernant les touches, vous voyez que c'est un clavier mécanique qui reste discret. On n'a pas le bruit caractéristique du clavier mécanique. Je vais le mettre dans un instant plus proche du micro que vous entendiez. Concernant la souris, je la mets à la même distance. C'est assez impressionnant, la souris MX Master 3S, elle continue toujours autant de m'épater, elle est vraiment ultra discrète. Alors pour le coup, il y a un vrai décalage, le clavier mécanique fait vraiment du bruit comparé à la MX Master. Et si je vous mets maintenant le clavier à une dizaine de centimètres, 15 cm on va dire, on était avant à 50 cm. Donc évidemment, toutes les touches se valent en termes de son. Il y a éventuellement la touche espace qui est un petit peu différente avec les stabiliseurs. Mais ça reste, je trouve, silencieux. Dans l'esprit, en tout cas, on est bien sur des switches plutôt silencieux. Je vous refais la souris à quelques centimètres. C'est vraiment impressionnant, cette MX Master 3S. Voilà, donc on est vraiment sur des produits discrets.
Alors c'est quand même bizarre de coupler une souris ultra silencieuse avec un clavier mécanique qui lui va faire un petit peu de bruit, mais honnêtement, si vous avez en tout cas des voisins de bureau qui sont conciliants, vous aurez un clavier qui reste discret. Je pense que dans un bureau ça va, c'est beaucoup moins impressionnant on va dire en termes de volume qu'un clavier mécanique beaucoup plus classique. Vous avez un ressenti mécanique, même si c'est pas le meilleur ressenti mécanique qu'on peut trouver sur le marché, mais ça reste un clavier mécanique avec, on va dire, une sensation mécanique, mais pour autant, vous n'allez pas transformer la pièce dans laquelle vous travaillez en boîte musicale où voilà, chaque touche c'est un gros cliquetis. Ça reste discret, par contre attention, si vous avez des équipements, des micros, etc. pas loin du clavier, bah évidemment ça va faire beaucoup de bruit dans les micros. Donc dans des bureaux, où vous avez peut-être une pieuvre sur le côté, comme c'est mon cas, ça s'entend quand même que vous avez un clavier mécanique, donc faites attention, ça s'adapte peut-être pas dans toutes les situations. Ce clavier a une capacité de 6 key rollover, je sais pas comment on dit en français, c'est-à-dire qu'on a un appui simultané capturé de 6 touches, plus une, la touche majuscule. Donc cette touche, mais la touche majuscule étant une touche un peu particulière, c'est-à-dire que si vous jouez, si vous utilisez par exemple le pavé directionnel plus des touches, vous ne devriez pas avoir de soucis. C'est pas un clavier gamer, mais pour autant, vous n'aurez pas de problème de capture de touches. Je vous montre de quoi il en retourne sur le clavier, donc 6 touches ça correspond à AZERTY. Je vous montre que ça fonctionne, donc je vais essayer d'appuyer autant que possible simultanément sur 6 touches. Je vous mets la capture d'écran de Notepad dans l'angle ici, comme ça vous verrez. Donc 6 touches. Vous voyez, alors même si c'est pas dans l'ordre AZERTY, vous voyez que ça fonctionne. Je vais faire une touche de plus, juste pour vous montrer que ça fonctionne pas. Voilà, donc j'ai 6 touches, plus la touche majuscule, donc si je fais la touche majuscule, alors c'est encore plus complexe pour moi à faire, mais vous voyez ici que j'ai bien 6 touches en majuscule. Donc voilà, c'est suffisant pour la totalité, on va dire, des usages. Ceci c'est en Bolt, c'est aussi normalement le cas en Bluetooth, mais moi j'utilise pas le clavier réellement en Bluetooth, seulement en appoint. Et en Bolt, vous avez en plus une latence qui est tout à fait contenue. En tout cas moi, pour mon usage, on va dire du jeu modéré, c'est pas du jeu compétitif, un clavier sans fil en Bolt me suffit largement, j'ai pas ressenti de problématique particulière. C'est pas un clavier de gamer, mais c'est un clavier avec lequel vous pouvez jouer sans aucun problème. Le ressenti de frappe est bon, alors je suis pas un habitué des claviers mécaniques, hein, c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps, je compare pas 15 modèles, mais quand j'ai l'occasion, j'essaye les claviers que les gens utilisent pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et à quoi m'habituer. J'avais pas eu l'occasion de tester le MX Mechanical, j'aurais aimé, ça m'aurait permis en tout cas de me faire une idée. Le ressenti tactile, je sais pas comment dire, le ressenti quand on appuie sur les touches est quand même un petit peu spécial, et je pense que c'est principalement lié au fait que les keycaps, donc les touches, sont assez plates. Elles sont très plates, dans le sens pas incurvées, elles sont aussi très fines. Et du coup, combiné au switch retenu par Logitech, ça donne vraiment un ressenti un peu spécial, un peu, pas flou, mais je sais pas comment on dit, un peu mou, par rapport au type de switch que c'est. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien le ressenti que j'ai avec ce clavier-là, ça me choque pas. Mais peut-être que des gens qui sont habitués à des switches un peu plus haut de gamme ou à des touches un peu plus épaisses vont trouver le ressenti de ce type de clavier un peu spécial. Moi, honnêtement, ça me fait penser à certains claviers d'ordinateurs portables très haut de gamme, gamer, à clavier mécanique. Ça fait un peu ce ressenti-là, où on a le ressenti mécanique, mais on n'a pas, quelque part, la course ou le ressenti quand on appuie d'un vrai clavier mécanique. On est dans un espèce d'entre-deux, voilà. Je saurais pas mieux le décrire que ça, mais c'est le ressenti que j'ai eu avec ce clavier. Cinquième point, le prix. Alors pour le prix, on va aller sur Amazon, je vais vous montrer les autres claviers qui existent à ce prix, mais évidemment on est sur un budget autour des 180€, un petit peu plus quand on rajoute le repose-poignet. Ça dépend, évidemment, le prix a été ajusté, etc. Mais on est dans cette gamme de prix quand on peut avoir un MX Keys quasiment à moitié prix. Donc il faut bien réfléchir au fait de si on veut un clavier mécanique, pourquoi on voudrait un clavier mécanique plutôt qu'un clavier, on va dire, bureautique, traditionnel de chez Logitech, qui aura les mêmes capacités en termes de touches, d'action rapide et des choses comme ça, mais qui n'aura pas les capacités mécaniques. Si vous savez pourquoi vous voulez un clavier mécanique, si le ressenti du clavier Logitech vous plaît, c'est un clavier qui vous intéressera. Sinon, achetez à moitié moins cher, vous avez un clavier Logitech tout aussi bon, le MX Keys, mais qui forcément coûtera moins cher et aura un ressenti différent, mais tout aussi valable pour saisir
du texte ou faire de la bureautique ou même de la programmation, des choses comme ça, toute la journée, ça ira très très bien. Concernant le prix, on commence sur le site Logitech pour que vous compreniez que malheureusement le choix est limité. À partir du moment où vous voulez un layout français, donc AZERTY, que ce soit en Mechanical ou Mechanical Mini, vous aurez obligatoirement des switches Tactile Quiet. Vous n'avez pas le choix, c'est forcément les seuls switches qui sont compatibles avec ce layout. Pas de clicky, pas de linéaire. Si par exemple j'enlève ici langue, etc., et que vous voyez qu'on veut du linéaire, donc du RAID me semble-t-il, vous voyez qu'ici on a la possibilité d'avoir un clavier allemand, un clavier US international, ou un clavier QWERTY norvégien et compagnie. Il n'y a pas de français. Pour le moment, je ne sais pas si un jour Logitech le proposera, mais en tout cas pour le moment il n'y a pas cette option. Donc c'est forcément ces switches bruns. Moi ça me va très bien, puisque c'est un compromis qui est extrêmement intéressant avec une souris comme la MX Master 3S. On a quand même des switches qui sont un petit peu plus discrets que d'autres modèles, donc je pense que c'est adapté. Maintenant c'est dommage de ne pas avoir le choix quand on est en AZERTY. Donc les prix sur le site Logitech sont toujours les prix catalogue, donc c'est les prix les plus chers. Je vous montre sur le site Amazon. Sur le site Amazon, les prix ont chuté. Ils étaient encore jusqu'à dernièrement à 170 €, 180 € pour le clavier en pleine taille. Moi j'ai acheté pile au moment où le prix a chuté à 145 €, c'est ce qui a déclenché quelque part mon achat. Donc actuellement 145 €, ce qui est beaucoup mieux que le prix de sortie, qui devait être dans les 180 ou 190 €, ça reste quand même beaucoup plus accessible. Donc un prix qui est tout à fait adapté, puis vous voyez moi ça fait quasiment 2 mois maintenant que j'ai le clavier, donc c'est pour ça que je peux vous faire ce retour, c'est pour ça que je suis à l'aise pour vous partager ce que j'aime et ce que j'aime pas sur ce clavier. Alors en termes de couleur, vous n'avez que graphite, pour la version classique. Vous avez la version Mac qui existe en version claire, comme ça un gris un petit peu clair, mais faites attention, même si je connais pas dans le détail les possibilités en termes de taille et de couleur, ces versions claires sont très 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 salissantes. Si c'est comme les souris blanches, gris-blanc de chez Logitech, c'est des souris qui se salissent très très vite, qui s'usent quelque part très très vite. Donc à moins que vous n'ayez pas le choix, que vous vouliez absolument la version Mac, donc dédiée Mac, moi je vous conseille la version sombre, elle sera de toute façon beaucoup plus durable. Donc 145 € en ce moment. Vous avez la version évidemment compacte qui elle est un petit peu moins chère. Ça c'est directement lié aussi au nombre de touches évidemment sur le support. 125 €, elle a elle-même baissé un petit peu de prix, je vous montre, mais c'est pareil. Il y a déjà eu 2 baisses de prix. Donc quand le clavier était sorti initialement, les premiers tests ont été faits avec un prix de 160 €. C'est sûr que maintenant qu'il est à 120 €, on est 40 € moins cher, c'est un clavier qui est encore plus compétitif, que ce soit en version mini ou en version pleine taille. Je pense maintenant que du coup ça devient vraiment peut-être pas une valeur sûre, mais un choix raisonné, si vous ne cherchez pas un clavier gamer, mais que vous cherchez un clavier de productivité mécanique, ce sont des bons claviers, les MX Mechanical, les MX Mechanical Mini, et le prix me paraît beaucoup plus justifié qu'il ne l'a été. Donc je vous ai parlé de la version gris pâle. Par contre, ce dont je voulais reparler, c'est la version MX Keys qui très régulièrement est en promotion. Donc ici, c'est la version mini qui est plein pot à 94 €, mais ça fait toujours 30-40 € de moins que le Mechanical Mini. Et puis surtout qui est régulièrement en promotion. Si vous regardez les bons plans, les affaires sur le Keys, vous aurez régulièrement des bons plans. Alors c'est des claviers qui sont très similaires, vous voyez, en termes de touches. Cependant, si vous cherchez pas un clavier mécanique, les MX Keys et Keys Mini sont de très très bons claviers. Donc je vous montre aussi le Keys en version pleine taille, qui lui a vraiment un layout très similaire, à part sur vous voyez, quelques touches fonctions qui sont un petit peu différentes en termes de placement, et Logitech a fait un tout petit peu mieux, au moins sur volume, baisser le volume, augmenter le volume, où pour le coup il y a des touches dédiées à ça. En tout cas, vous avez vraiment des touches très 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 similaires. Par contre, vous n'avez pas le toucher mécanique, mais il y a des gens qui de toute façon ne cherchent pas ce toucher mécanique, mais qui veulent des claviers de productivité, et dans ce cas-là, vous payez quand même le clavier, peut-être pas moitié moins cher, mais quasiment, quand il est en promotion, c'est quasiment moitié moins cher. Et le MX Palm Rest, qui à la base est le repose-poignet pour les MX Keys, je crois, il est sorti en même temps, il est généralement relativement cher. Moi je l'avais eu en promotion à moins de 20 €, je crois, en reconditionné. On le trouve de temps en temps en reconditionné à ce prix-là, mais c'est quand même pas courant. Donc voilà, si vous le cherchez, faut être patient, si vous voulez un bon prix. À 30 €, ça vaut clairement pas le budget qui est demandé. Maintenant, vous avez des alternatives qui existent, vous avez d'autres marques qui vendent ce type de repose-poignet, donc vous cherchez sur Amazon, vous aurez peut-être pas exactement le look 100% qui colle avec du Logitech, mais vous aurez des tailles similaires et des prix bien moindres.
Sixième point, le rétroéclairage. Le rétroéclairage, c'est à nouveau quelque chose qui est à la fois réussi par Logitech et un tout petit peu raté. C'est réussi parce que déjà vous avez un rétroéclairage intelligent, c'est-à-dire que c'est pas le RGB des claviers gamer que je déteste. Alors évidemment quand on a du RGB on peut probablement le configurer pour être en monochrome, mais ici on a quelque chose de très élégant. Alors je vais abaisser la lumière et puis je vais vous expliquer ce que je trouve sympa sur ce rétroéclairage. Je me suis mis dans la pénombre pour vous montrer le rendu des touches dans le noir, ou en tout cas dans l'obscurité, pour que vous ayez le meilleur aperçu possible et que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Évidemment, j'ai réglé mes ISO de manière à ce que la luminosité soit fixe, et vous allez voir la latence quand je mets les mains au-dessus du clavier. C'est la première chose, il faut quand même une toute petite latence avant que le clavier s'illumine. Il se réteint relativement vite, même si vous pouvez le régler. Donc du coup, si jamais vous faites une pause, vous voyez, vous êtes en train de taper, vous faites une pause, la main immobile, le clavier va s'éteindre, va pas identifier en fait que vous avez la main au-dessus du clavier, et parfois met quelques secondes avant de... Enfin, quelques secondes, une seconde on va dire avant de se rallumer. Donc je vous montre, voilà, le temps que je bouge la main, vous voyez qu'ici il ne détecte pas que j'ai la main au-dessus du clavier, donc il faudra que j'appuie sur une touche pour qu'il se rallume. C'est le premier point un petit peu négatif de ce clavier, par rapport en tout cas à mon K800 qui était un tout petit peu plus réactif quand on mettait la main au-dessus pour la détection de présence. L'autre point qui est pour moi négatif, je vous le montre ici, je pense qu'on va le voir clairement, le haut des touches est beaucoup plus éclairé que le bas des touches. C'est à la fois dû au positionnement du rétroéclairage, et aussi à la couleur en fait du bas des touches. Le bas des touches est en gris foncé alors que le haut des touches est en plutôt blanchâtre, et donc vous voyez très clairement que les touches sont beaucoup plus lisibles en haut qu'elles ne le sont en bas. Et quand vous avez des touches saturées ici de symboles, vous voyez que du coup c'est un petit peu embêtant pour bien voir le contenu de cette touche. Donc un rétroéclairage qui est pas parfait, mais par contre qui est super joli sur tout ce qui est tranche, etc. Vous avez vraiment quelque chose, je trouve, qui est élégant. Les touches flottantes sont encore mieux mises en lumière avec le rétroéclairage. Donc pour le rétroéclairage, je vous ai mis le logiciel Options, je vous le mets en incrustation au-dessus. Donc quand vous vous rendez dans la partie Options, vous avez une section dédiée au rétroéclairage. Le rétroéclairage, vous pouvez déjà l'activer ou le désactiver. Donc quand vous le désactivez, évidemment, vous avez une autonomie largement supérieure. Je vous l'ai dit, c'est plusieurs mois. Donc ici, on va le laisser allumer, évidemment. Et vous avez une tonne d'effets en fait pour ce clavier. Donc le premier, c'est l'éclairage statique. Donc à partir du moment où vous mettez les mains au-dessus du clavier ou que vous commencez à frapper sur le clavier, vous avez un éclairage homogène, statique sur toutes les touches du clavier. Vous avez un éclairage contrasté. L'éclairage contrasté, vous avez en fait les touches que vous voyez ici, les touches de fonction sur le côté gauche, la touche espace, les touches de fonction sur le côté droit, les touches volume, les touches ici et les touches là, sauf les touches du pavé numérique. Donc en gros, pas de caractère alpha numérique, très contrasté. Donc ces caractères-là, pavé numérique, lettres, sont un peu plus sombres, et les touches en fait qui sont, on va dire, foncées sur le clavier, sont un peu plus lumineuses que les autres. Bon, c'est un effet comme un autre. Vous avez ensuite l'effet pulsation. Donc l'effet pulsation, c'est un rétroéclairage, mais avec un effet de respiration. Donc au lieu d'avoir un éclairage statique, eh bien vous avez un éclairage, un coup on, un coup off. Alors c'est vraiment du off pour le coup. Le clavier s'éteint complètement quand il est en intensité minimale. C'est un peu bizarre comme effet. Peut-être que ça économise un petit peu de batterie, moi je peux pas vous le dire. Vous avez l'effet vague. Donc l'effet vague, c'est un effet qui va de gauche à droite, non réglable, que ce soit en vitesse ou en intensité, et donc ça éclaire le clavier comme ça. C'est un effet encore pour faire joli, ça fait un peu gamer, mais ça sert pas à grand chose. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble, comme ça vous aurez un bon aperçu. Vous avez l'éclairage réaction. L'éclairage réaction, il est sympa, puisque si vous appuyez sur des touches, vous allez voir que ce sont les touches qui s'allument. Alors faut pas que je laisse mes doigts au-dessus des touches, mais vous allez voir qu'ici, c'est là où j'appuie que les touches s'allument. Donc c'est extrêmement joli. Par contre, il faut savoir où les touches se trouvent sur l'écran, parce que sinon évidemment on n'a pas de repère, hein. Le clavier ne s'allume pas par défaut quand vous mettez la main au-dessus. C'est vraiment que l'appui sur les touches qui le fait s'allumer. Et enfin l'éclairage aléatoire qui allume des touches comme ça, comme son nom l'indique, aléatoirement sur le clavier. Donc il choisit des touches au hasard. Pour moi, sur ce clavier,
Les éclairages majoritaires c'est statique évidemment, donc tout de la même intensité. Contraste avec un petit peu moins d'intensité alpha numérique. Et puis éventuellement l'éclairage réaction qui est vraiment joli, donc je vous l'ai dit là, qui suit un petit peu le mouvement de vos doigts sur le clavier. Le reste c'est assez c'est design on va dire, mais ça sert pas à grand chose. À vous de voir ensuite, peut-être que vous allez aimer les effets vagues et compagnie, ou les effets pulsation. Moi personnellement je le laisse en statique, ça me va très bien comme ça. Septième point est probablement pas la chose qui intéressera le plus de personnes qui vont regarder cette vidéo, mais moi c'est un point qui m'intéresse énormément, c'est la durabilité de ce clavier. J'achète du matériel pour le garder longtemps. Peut-être pas aussi longtemps que possible, j'avoue que, comme beaucoup de personnes, je change peut-être le matériel un petit peu trop tôt, mais mon précédent clavier a quand même duré 10 ans. Voilà, donc j'essaye au maximum de faire durer mon matériel longtemps, et puis au bout de 10 ans, je jette pas mon précédent clavier, mais en tout cas, il va aller vers sa retraite, et je bascule sur ce clavier-là. C'est quand même du matériel que j'utilise professionnellement, donc que j'utilise intensivement. J'ai besoin de matériel précis, haut de gamme, qui préserve mes doigts, mes poignets, etc. Donc c'est pour ça aussi que je peux me permettre de renouveler du matériel. Il me faut quand même quelque chose de qualitatif. Mais il me faut aussi quelque chose de durable, et pour moi Logitech avait je pense, tout ce qu'il faut pour sortir quelque chose de durable. Déjà, la manière dont ce clavier est fait est durable, donc vous avez une plaque aluminium, donc a priori quelque chose qui va être très très costaud dans le temps, c'est un clavier qui est très rigide. Et le fait que c'est un clavier mécanique, ça veut dire que vous avez des switches qui seront remplaçables. Alors attention, et c'est là pour moi un des ratés de chez Logitech, déjà les keycaps, donc les touches en plastique en elles-mêmes sont remplaçables, donc on peut les enlever, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même à la main, vous pouvez les retirer. Mais, et je vous mettrai quelques photos de quelqu'un qui a démonté ce clavier, les switches en eux-mêmes ne sont pas hot swappable, donc sont pas hot swap, donc qu'on ne peut pas remplacer à chaud. Donc vous êtes obligé de démonter le clavier, vous êtes obligé de dessouder le switch si vous voulez le remplacer, s'il est cassé ou défectueux. Mais malgré tout, je pense que c'est quand même largement plus facile de remplacer un switch mécanique que de remplacer n'importe quel autre switch classique d'un clavier. Voire, il y a des switches que vous ne trouverez pas en remplacement. Alors qu'un switch mécanique, surtout les switches de marque connue, a priori, vous les trouverez très longtemps, vous pourrez en acheter un petit paquet et remplacer si jamais ils sont abîmés. Donc c'est un clavier qui est réparable. J'attends juste de Logitech de sortir des touches de remplacement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc très particulier sur ce clavier, c'est qu'il y a certaines touches que vous ne trouverez pas dans le commerce, et en particulier, c'est bien dommage, la touche espace. La touche espace a des stabiliseurs, ici et là. Donc vous avez le switch ici en plein milieu, donc c'est l'appui sur la touche espace, c'est ce qui capture l'appui. Les stabiliseurs, ce sont sur les touches un petit peu larges, ce qui va permettre de faire en sorte que vous puissiez appuyer n'importe où sur la touche, et la touche en fait sera appuyée de manière homogène, on va dire, sur toute la surface, aussi homogène que possible. Et les stabiliseurs sont écartés un tout petit peu trop par rapport à la norme. Côté keycaps, le gros souci va venir avec la barre espace. Donc vous voyez ici le switch de la barre espace avec les stabiliseurs. Les stabiliseurs ne sont pas à une distance réglementaire, c'est-à-dire que évidemment le point central est au centre, donc là il n'y a pas de souci, mais les deux encoches pour les stabiliseurs sont décalées de peut-être 1 mm on va dire par rapport à la norme sur des claviers mécaniques, ce qui empêche le remplacement de la barre espace par une touche conventionnelle. Alors même s'il n'y a pas vraiment, quand je dis norme, il y a peut-être 2 écartements possibles, en général, on fait avec ces 2 écartements-là, ici ça va être un 3e écartement, donc soit Logitech sortira des touches de remplacement, faut l'espérer, soit une marque alternative sortira des keycaps. Dans ce cas-là, il faudra veiller à ce que vous ayez un keycaps espace. Sinon, vous serez obligé de garder cette touche-là. Et sur le clavier pleine taille, de la même manière, vous voyez que vous avez des touches qui sont quand même très spécifiques. Alors, vous prendrez soit des touches neutres, si vous trouvez pas l'affichage qui vous convient, soit, voilà, vous aurez à nouveau des touches Logitech au milieu de touches que vous aurez personnalisées. C'est un petit peu dommage d'avoir choisi des choses aussi personnelles, mais en même temps, pour les touches de fonction, ça se comprend. Pour la touche de la barre espace, c'est impardonnable. Là, par contre, ne pas avoir respecté les dimensions standards d'un clavier mécanique, quand on fait un clavier mécanique, c'est quand même anormal. Mais quand même, vous pourrez remplacer la majorité des touches, donc là encore, c'est un argument durabilité, pouvoir remplacer les touches, passer quand elles sont usées, quand elles sont griffées, etc., ou qu'elles sont vraiment patinées, vous pouvez les enlever, remettre des nouvelles touches, et vous n'avez pas besoin de remplacer tout le clavier, c'est quand même pas mal pour la durabilité. Et enfin, j'en ai parlé niveau batterie, mais la batterie est remplaçable, c'est pas super facile à remplacer, faut enlever l'autocollant, 4 vis, on retire la plaque arrière, on a l'accès à la batterie, mais c'est une batterie qui est remplaçable, et ça reste intéressant. Alors c'est moins intéressant que des accus, parce que des accus, vous pourrez en acheter quasiment toute votre vie.
des accus AAA ou AA, vous en trouverez dans le commerce. Des batteries Logitech pour ce clavier-là, vous en trouverez, mais pour combien de temps, je ne sais pas. Est-ce que dans 10 ans, vous trouverez des batteries pour des claviers Logitech MX Mechanical? C'est pas dit, peut-être, mais c'est pas dit. C'est beaucoup moins sûr, en tout cas, que de trouver des piles. Donc c'est le truc qui est un petit peu dommage. Ça, voilà, il y a la possibilité de remplacer la batterie. Évidemment, tôt ou tard, vous y viendrez. Mais, surtout si vous le gardez longtemps, évidemment. Mais les batteries seront peut-être trouvables un peu moins longtemps que des accus plus classiques. Alors certes, qui ont été difficiles à caser dans le châssis d'un clavier fin, mécanique, mais fin, donc difficile à positionner. Enfin, la connectivité. Alors la connectivité est très sympathique. Vous avez donc ces 3 touches d'accès rapide sur 3 périphériques différents. Et puis évidemment, vous avez Flow de Logitech, donc avec la souris qui elle-même peut s'appairer à 3 périphériques. Vous pouvez, dès que vous dépassez le bord de votre écran, et vous pouvez aller sur un autre périphérique, donc faire changer à chaud le périphérique avec lequel vous êtes synchronisé. Donc c'est plutôt pas mal. Le double support Bluetooth et Bolt, donc c'est aussi très intéressant, puisque avec le Bluetooth vous pouvez vous connecter avec n'importe quoi, et Bolt vous apporte des capacités un peu plus sympathiques. Par contre, pas de unifying, ça c'est le même gros point noir que pour la MX Master 3S. Bolt est vraiment hyper intéressant, et maintenant je suis en tout Bolt sur mon bureau, ça marche très très bien. J'ai plus du tout les problèmes que je vous disais avant avec mon K800, donc problème de, je sais pas si c'était du parasitage, des trucs comme ça, mais en tout cas, toutes les saisies se font maintenant parfaitement bien, mais je suis en tout Bolt. J'ai pas besoin d'avoir un unifying et un Bolt connectés sur mon Switch. Et ça, c'est l'autre problématique. Pourquoi pas de compatibilité unifying? Ça, je comprends pas. Je pense que quand on est Logitech, quand on a le passé qu'on a, avec tous les périphériques unifying qui sont sortis, bah c'est quand même sympa d'avoir la triple connectivité Bluetooth, unifying et Bolt. Et le fait de pas l'offrir sur les produits modernes, c'est pour moi quand même assez problématique. Au moins pendant une petite période de temps, faire des produits qui sont triple compatibilité pendant 2-3 ans, le temps que les gens fassent la transition. Au moins cette période-là, faire l'effort. Là, Logitech n'a même pas fait l'effort. Donc pour résumer au niveau connectivité, c'est sympa. 3 périphériques tout le temps, que ce soit sur le clavier et sur la souris si vous avez la souris. Flow qui permet la bascule. Bolt qui est vraiment supérieur à unifying, en tout cas moi je l'ai ressenti. Vous avez plus du tout les problèmes de parasitage et autres, donc ça c'est top. Mais gros bémol, unifying, c'est pas normal que Logitech ne fasse pas en sorte que ce clavier et cette souris soient unifying. Alors on termine avec ma liste de souhaits concernant ce clavier. Je vais vous résumer donc ce que j'aimerais, les 5 points que j'aimerais que Logitech fasse évoluer sur le MX Mechanical 2. Si un jour un deuxième clavier sort, qu'est-ce que j'aimerais voir changer? Je ne touche pas au prix, etc. Logitech garde la même enveloppe budgétaire. Qu'est-ce qu'il faudrait donc améliorer sur ce clavier? Premier point, les keycaps. Absolument mieux gérer tout ce qui est rétroéclairage et standardisation des keycaps. Puisque je vous l'ai dit, donc le rétroéclairage n'est pas homogène entre le haut et le bas de la touche, et dans la pénombre ça va à peu près, mais dès qu'il commence à faire un petit peu jour, le rétroéclairage du bas de touche est inexistant, en fait on ne voit pas ce qui est écrit sur le bas de la touche, et c'est franchement dommage. Deuxième point, moi qui me tient à cœur, rendre les touches fonctions vraiment utiles, c'est-à-dire les décaler un petit peu vers le haut, créer un espace avec le reste, le layout on va dire classique du clavier, et surtout ne pas mettre des touches complètement inutiles, ou en tout cas facilement redéfinissables. Évidemment on peut les redéfinir dans Options Plus, mais là elles sont quand même marquées. La plupart des logos qui sont sur les touches me serviraient à rien, donc je préférerais avoir des touches à la limite sans gravage, mais pouvoir leur donner le sens que je veux. Du genre 1, 2, 3, 4, ça me suffit largement. J'ai pas besoin d'avoir un petit logo smiley, un petit logo capture d'écran et un petit logo verrouillage d'écran. Ou alors faire des vraies touches. Une touche print screen avec le logo qui a été mis là. Et là je dis pas, là d'accord, une touche print screen autre part, hein, par ici, mais avec ce logo là, oui. Mais pas une touche fonction multimédia on va dire, combinée, qui a ce logo là. Ça n'a pas de sens pour moi. Donc revoir les touches fonctions. Les touches, les keycaps, donc les touches en elles-mêmes, elles sont très bien, mais elles ont l'air quand même de s'user rapidement. Je vous ai fait plusieurs aperçus. J'ai fait exprès de ne pas nettoyer mon clavier. Comme ça, vous avez un clavier après 1 mois et demi d'utilisation. Vous voyez que, quoi qu'il arrive, hein, les doigts restent gras. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous déposerez du gras sur les touches, puis les touches vont se patiner. Logitech doit impérativement sortir un jeu de touches de remplacement. Pour la pérennité, on va dire, du produit, pour faire en sorte que les gens puissent réparer ou remettre à jour leur clavier, proposer un jeu de touches de remplacement. Acheter éventuellement les touches à l'unité, ça serait l'idéal, si c'est pas trop cher, ou racheter toutes les touches, voilà, ou par groupe en tout cas de touches logiques, au moins pour pouvoir remplacer les touches qui s'usent le plus. Moi je trouverais ça, c'est le minimum syndical
pour un clavier mécanique avec des touches qu'on peut extraire. Sinon, je vois pas où veut aller Logitech. Si Logitech ne fournit pas ces touches de remplacement, ça n'a aucun sens. On a parlé des touches fonctions. De manière générale, nettoyer les touches, les keycaps du clavier. Vous voyez que ça tourne beaucoup autour de ces problématiques-là. J'aurais aimé avoir des touches Windows. J'aurais aimé avoir des touches qui ne sont pas remplies d'écriture que je ne comprends pas, parce que dessus on parle de macOS, un système d'exploitation que je n'utilise pas. Donc j'aurais aimé avoir un jeu de touches Windows. Donc à la limite, soit avoir une option de ce clavier, une version Windows, avec un logo Windows, des trucs comme ça, soit avoir la possibilité de racheter des touches Windows, et donc de remplacer, d'enlever les touches qui me vont pas, et de mettre les touches qui correspondent au système d'exploitation que j'utilise. Ces touches-là sont beaucoup trop complexes, beaucoup trop... je sais pas si vous voyez cette touche-là, ça rentre même pas sur la touche tellement qu'ils mettent de texte dessus. Donc ça n'a aucun sens, c'est une touche qui perd de son sens, et ça peut être super utile si vous utilisez ce clavier avec des produits extrêmement différents, du macOS, du Windows, de l'Android, mais sinon, dans la majorité des cas, si vous êtes comme moi utilisateur Windows, ça n'a aucun intérêt, ce genre de touche, saturé par la quantité d'informations qui est dessus. Donc, des touches propres, ça serait quand même beaucoup plus sympa. Et enfin, dernier point, je vous en ai parlé, les touches fonctions, donc que ce soit Vermage ou Vernum, au moins ces deux-là, avoir des voyants dédiés. D'une manière ou d'une autre, trouver un moyen d'avoir une touche, enfin un voyant, qui s'allume quand ces touches sont activées. Parce que là, c'est inadmissible, hein, des touches comme ça, aussi peu lisibles, ça fait perdre du temps. Alors certes, vous avez un pop-up sur l'écran qui apparaît, vous avez la touche qui clignote pendant un certain temps. Il suffit qu'au moment où vous regardiez le clavier, vous regardez là maintenant, et la touche est éteinte, vous croyez que Vernum n'est pas activé, vous commencez à taper, et puis obligé d'effacer parce que vous avez laissé Vernum enfoncé. Voilà, donc pour moi, ça, ce sont les 5 points que Logitech doit faire évoluer. À part ça, si je synthétise ce clavier, vous avez vu quand même que c'est un clavier extrêmement sympa, extrêmement intéressant. Pour le prix qui est proposé, il est compétitif. Alors il y a des meilleurs claviers mécaniques, mais il n'y aura pas de meilleur clavier qui est à la fois mécanique et autant intégré dans l'environnement Logitech avec les capacités de productivité de Logitech. Donc c'est à vous de faire la balance ensuite suivant ce dont vous avez besoin. Soit vous voulez un pur clavier mécanique, dans ce cas-là vous n'allez pas vous orienter vers ce type de clavier, soit vous voulez un très bon clavier sans fil avec des capacités de clavier mécanique mais qui fonctionne très bien en productivité intensive, donc avec une souris comme la MX Master 3S très pointue dans ce domaine, et dans ce cas-là, le MX Mechanical a tout son sens. Pour moi, c'est un très bon clavier mécanique dans cet environnement-là. Voilà, donc si vous cherchez le meilleur clavier mécanique qui existe sur le marché, c'est pas le meilleur. Si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, c'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix. Si vous cherchez un bon clavier mécanique de productivité à combiner avec d'autres accessoires, et qui fonctionne très bien sur plusieurs appareils en même temps, avec des touches très faciles d'accès pour switcher tout ça, vous aurez un très bon clavier mécanique, et si vous le prenez dans sa version mini, vous aurez un très bon clavier de petite dimension, avec des touches, alors je peux pas vous le montrer ici puisque je l'ai pas, mais des touches qui ont été quand même, je pense, bien pensées, pour avoir toutes les touches utiles, sans prendre un espace trop conséquent sur votre bureau. Voilà, donc un clavier qui m'a à moitié convaincu, on va dire, ou aux 3/4 convaincu. C'est un clavier qui est agréable à utiliser au quotidien, mais qui est quand même bourré de pas mal de petits défauts, et j'espère vraiment que cette vidéo et d'autres permettront à Logitech de bien réfléchir s'ils reviennent avec une deuxième version sur ce qui est important de prendre en compte et comment améliorer ce clavier. Je serais curieux de voir si Logitech sort une version 2 un jour, et si cette version 2 arrive, si vraiment toutes les recommandations ou tous les points que j'ai remontés sont pris en compte. Parce que pour moi, ça pourrait être un très très bon, avec peu de choses, hein, ça pourrait être un très très bon clavier mécanique, et Logitech est passé pas loin. Je pense qu'il manque d'expérience dans la construction de claviers mécaniques. Ils ont voulu s'inspirer trop de ce qu'ils faisaient sur les claviers précédents, et au final, pour des gens qui sont habitués à des claviers mécaniques ou à des claviers, on va dire, plus classiques, ça fait des claviers qui sont pas suffisamment abouti et un petit peu bizarre. Donc voilà, en espérant que les versions futures des claviers Logitech soient un petit peu améliorées. Cette version-là donc reste bonne, et puis moi je vais l'utiliser, il n'y a pas de souci, c'est un clavier qui est pratique, confortable et utile au quotidien. Il me sert vraiment, il me fait gagner du temps, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis j'ai plus mes soucis de connectivité que j'avais avant, donc c'est un clavier extrêmement agréable à utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai essayé de la faire aussi complète que possible pour que vous ayez vraiment toutes les billes si vous voulez acheter ce clavier, que vous sachiez vraiment ce que moi j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que je voyais comme piste d'amélioration, en espérant que ça vous soit utile donc, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.